Bienvenue, vous êtes en direct sur Corrèze Télévision, c'est la 34e foire du livre de Brive. Nous sommes sur le forum des lecteurs, un forum intitulé Intergénération. Nous recevons Baptiste Beaulieu pour le livre Alors vous ne serez plus jamais triste aux éditions Fayard et Mathurin pour J'habite au 3e âge chez Le Mieux Édition. Ce forum des lecteurs est proposé, animé et présenté par Antoine Boussin. Bonjour, bonjour. Bonjour Mathurin, bonjour Baptiste Beaulieu. Bonjour à tous. Alors, un romancier et un graphiste qui a dessiné des dessins qu'on essaiera de montrer pendant cet entretien et un texte humoristique. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement drôle, frais, réjouissant, une analyse d'un phénomène de société, c'est-à-dire qu'il y a, je crois, à peu près 4500 étudiants en France qui vivent chez les personnes âgées pour un peu améliorer leur quotidien. Voilà. Ouais. Baptiste Beaulieu, vous, on vous a connu il y a 2 ans, je crois, pour un document qui s'appelait « Alors, voici les 1001 vies de l'urgence » chez votre éditeur. Chez Fayard, ça s'appelait « Alors voilà, les 1001 vies de l'urgence ». Alors voilà, pardon, pas voici, alors voilà. Alors, quelle a été l'histoire, puisque vous êtes médecin généraliste aujourd'hui, et vous l'étiez à l'époque, pourquoi vous aviez fait ce texte qui a eu un très fort retentissement? Le thème de la conférence, c'est intergénération, donc ça colle bien avec l'explication que je vais donner. Moi, mon but, c'était de témoigner des choses que je vois dans mon métier de tous les jours en tant que médecin. Vous savez, quand on a au cabinet médical un patient qui vient et qui nous explique que depuis 20 ans, tous les matins, il est à 8 heures devant le cimetière avec son bouquet de fleurs pour aller fleurir la tombe de sa femme, et que ce patient est malade et qu'il est très, très, très âgé, on se dit, une fois qu'il sera parti, tout le monde aura oublié son histoire et tout le monde aura oublié qu'il y aura un jour quelqu'un qui aura, pendant 20 ans, déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de sa femme. Et il y a tellement de choses négatives qui arrivent dans le monde et j'ai vraiment voulu témoigner des belles choses que je voyais dans mon métier. Pourquoi ce livre a eu autant de succès? Comment vous l'avez expliqué? Je pense que tout le monde a peur de l'hôpital, tout le monde a peur de la maladie, tout le monde a peur de la mort. Ce sont des peurs qui sont légitimes. Moi, mon but, c'était vraiment d'essayer de dédramatiser tout ça et de faire en sorte que le jour où les gens seront soit malades, soit confrontés à la maladie d'un proche, que ça se fasse dans de bonnes conditions. Mathurin, vous n'avez pas encore lu le livre de Baptiste Beaulieu? Non, juste le 4e de couve. Je suis désolé. Ah oui, c'est bon. Alors, cela dit, le 4e de couverture est efficace parce que c'est le pitch du livre. Et vous, Baptiste, est-ce que vous avez ouvert le livre de Mathurin? Oui, je l'ai lu, je l'ai dévoré, j'ai trouvé ça formidable. Vraiment, c'est formidable. Pourquoi il est formidable? Alors, je le trouve beau parce qu'à partir de petites chroniques très courtes, il arrive à faire une sorte de mosaïque. Et quand on arrive à la fin du livre, cette mosaïque, elle donne une image assez complète de ce que peut être la vie en colocation, entre guillemets, avec une personne de 90 ans. 96 ans même, hein, là, dans le... C'est 96 à 98 ans, en fait. Alors, Mathurin, vous avez vécu ça? C'est mon histoire, en fait. Ah, c'est votre histoire. Ah, ben voilà. Parce que je trouve qu'il y a un regard sur à la fois la vieillesse, mais aussi sur la naïveté du jeune étudiant. Et puis, c'est la société d'aujourd'hui. Alors, comment vous avez architecturé? C'est-à-dire, vous avez fait un livre qui est, moi, je trouve trop court. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait au moins 50 pages de plus, parce que les anecdotes sont croustillantes. Les dessins... Alors, vous venez des arts décoratifs de Strasbourg, donc vous avez déjà une école de beaux-arts derrière vous. Ouais. La subtilité du livre, c'est que le premier dessin, on rentre dans cette villa, dans cette maison de banlieue qui doit être en terre, vous savez comment... En meulière. En meulière, comme il y a beaucoup dans la région parisienne. Et ça se termine par le départ de l'étudiant. Ils ont vécu ensemble pendant combien de mois? J'ai vécu 2 ans, en fait, chez Germaine. Je suis arrivé, en gros, pour résumer un petit peu, j'ai quitté l'Alsace pour arriver en région parisienne. Et comme beaucoup d'étudiants, j'étais confronté à un problème d'argent. C'est-à-dire que les loyers à Paris sont très chers. Et du coup, je me suis tourné vers les associations intergénérationnelles qui m'ont mis en relation avec Germaine, 96 ans. Et donc, on s'est fait un petit thé, histoire de voir si on pouvait être compatibles ensemble et si on avait voilà, un feeling. Et on a pris le thé, il y avait ses 2 fils
qui avait quand même 60 et 65 ans. À quoi elle ressemblait? Elle est morte aujourd'hui, Germaine? Ah oui, Germaine nous a quittés. D'accord. À quoi elle ressemblait physiquement? Parce qu'elle n'est pas dessinée, là. Non, en fait, je la dessine jamais, parce que ça permet aux gens déjà de travailler un peu l'imaginaire, peut-être aussi de se dire c'était ma mère ou ma grand-mère ou quelqu'un que j'ai connu. Physiquement, c'était une dame qui était très coquette, qui faisait attention à elle, qui était en béquille, mais qui avait toujours cette envie de ne pas comment dire, sombrer face à la vieillesse. Par exemple, une de ses astuces pour maintenir le sport, c'était d'habiter toujours au premier étage. Comme ça, les escaliers, c'était son jogging, son stepper, et ça lui permettait de s'entretenir physiquement. Alors, elle a quand même pas toute sa tête. Ah, ça arrive des fois. Comme on dit, ouais. expression que vous avez dû entendre, vous, Baptiste, mais elle n'a pas toute sa tête, elle a quelques absences. Alors, les absences que vous avez choisies sont extrêmement drôles. Elle confond l'heure, elle confond les repas. Alors, il y a plein d'anecdotes. Moi, j'en ai choisi 2, puisqu'on va les illustrer en même temps. C'est le repas de Germaine est livré tous les jours par une maison de retraite à 11h30. Son chat attend le livreur sur la table dès 11h15. Et voilà, mesdames et messieurs, le dessin de Mathurin. Parce qu'en fait, il faut dire que souvent maintenant, il y a un procédé où les maisons de retraite peuvent donner la possibilité aux personnes âgées de les livrer chez elles. Et le chat a très bien assimilé l'horaire, sachant que Germaine est une femme qui n'a pas forcément très faim, elle offrait la moitié de son repas au chat. Donc évidemment, il avait flairé le bon coup. Alors, oui, puis le chat est un personnage important dans la vie de Germaine. Hein. Oui. Alors, Oui, l'autre dessin que j'ai choisi, c'est une horloge avec une poule. Et en effet, que ce soit dans les hôpitaux derrière, ou que ce soit dans les maisons de retraite, moi, je ne sais pas pourquoi les gens déjeunent aussitôt et dînent aussitôt. Francesca fait manger Germaine à 11h30 le midi et 17h30 le soir. La barbe, manger à cette heure-ci, à cette heure-là, je me demande parfois qui est la plus vieille. C'est pire que les horaires d'une poule. Et le dessin de Mathurin. Oui, c'est pareil. En fait, la mécanique, c'est de se dire, en gros, une personne âgée, elle est quand même très fatiguée dans la journée, et donc elle passe son après-midi généralement à dormir. Donc elle n'a pas forcément faim quand elle se réveille, et des fois elle est décalée dans le temps. Donc le café, c'était à 1h du matin, par exemple. Bon. Et le petit déjeuner à 5h, ça c'est un peu plus dur. Comment vous avez choisi vos textes? Parce que quand je dis que le livre pourrait faire 50 pages de plus, vous avez encore plein d'anecdotes, sûrement en 2 ans. J'en ai quelques-unes. Ouais. Quel tri vous avez fait? On va dire qu'en gros, le livre, je ne l'ai pas imaginé tout de suite. J'ai vraiment vécu avec Germaine et je notais des anecdotes, c'est-à-dire des mots, des petites phrases, juste pour me rappeler de ces moments, pour moi, tout simplement. Et un jour, son fils m'a dit, vous devriez en faire un livre. Et je me suis dit, c'était une belle manière de les remercier, de m'avoir accueilli dans leur famille. Et donc là, j'ai commencé à reprendre ces petites brides de texte, à essayer de les réorganiser chronologiquement. Et à partir de ça, j'ai essayé de reproduire la maison pour qu'on ait cette ambiance qu'il n'y avait pas dans les textes. Les textes, c'est vraiment au présent, c'est des dialogues pour donner un côté plus immédiat et finalement faire qu'elle soit toujours présente, parce qu'on me pose toujours la question de savoir si elle est là, alors qu'elle est décédée depuis quelques années. Donc je trouve que c'est la grande réussite peut-être de ce livre, si j'en ai une à choisir, c'est de me dire, ça la maintient en vie en fait. Oui, et puis, je veux dire, il y a beaucoup de tendresse dans ce livre-là, mais c'est aussi votre regard qui est très mesuré. C'est-à-dire, c'est pas du tout un livre larmoyant, c'est pas vous que vous mettez en scène. Vous la regardez, vous l'écoutez. Oui. Il y a une petite anecdote que je trouve très drôle sur la télévision. Évidemment, les personnes âgées regardent beaucoup la télévision, et pas qu'à l'hôpital, cher Baptiste. La Gay Pride. Je regarde le journal télévisé avec Germaine. Au cours de l'émission, reportage sur la Gay Pride. Je ne vais pas traduire, je pense que tout le monde connaîtra le terme. On y voit un homme parader en slip, chaussé de semelles compensées. Germaine. Eh bien, lui, il ne doit pas avoir froid. Mathurin, pourquoi vous dites ça? Avec les chaussures, plus on a les pieds loin du sol,
et moins on a froid. Donc c'est pas le imparable. slip qui la choque, mais c'est les semelles. C'est ça. Alors moi je trouve, parce que je suis un fou des chiens, Mathurin, vous êtes trop jeune, Ah non, non, je regardais Canal Plus avec les chiens, il n'y a pas de souci. et je trouve qu'il y a un côté des chiens dans cette vie-là aussi. Ouais, Ça, Yolande Moreau pourrait faire ce genre de réflexion dans les Deschiens. Oui, oui, c'est vrai. Avec les chaussures, plus on a les pieds loin du sol, moins on a froid. C'est ça la réflexion. Mais Yolande Moreau, comme ma grand-mère, comme peut-être certainement des gens que vous connaissez, en fait. C'est ça que j'essayais de donner dans ce livre et de transmettre. C'est que finalement, voilà, c'est mettre en valeur des choses qu'une personne accumule tout au long de sa vie, des réflexions, des souvenirs, et de les transmettre par le biais du livre. Comment elle a marqué son affection envers vous? C'est que normalement, vous avez une organisation, vous avez des devoirs. Quand vous êtes chez l'habitant, je devais souvent être là le soir à 19h. Et par moment, quand on est étudiant, on a quand même envie de sortir, sinon on se coupe socialement. Et donc, elle me couvrait. Des fois, elle disait à ses enfants oui, oui, il va me faire des courses, même si je rentre à 23h, il n'y a plus rien d'ouvert. Donc, on se couvrait comme ça mutuellement. Ouais. Et vous parliez tout à l'heure d'absence. Par moment, ces enfants, ils ont toujours un petit peu peur que leur mère diminue et ils contrôlent fréquemment en lui disant « Tu te rappelles hier ce que tu as fait ?» Et moi, j'étais derrière, le combiné à écouter, à lui souffler des fois les réponses, histoire qu'elle garde l'appareil devant ses enfants. Donc c'était, on se rendait service mutuellement comme ça, et l'affection, elle était située là, en fait, dans cette entraide. J'ai peut-être pas bien compris ce que vous avez dit au départ, mais est-ce qu'elle savait que vous alliez probablement dessiner, faire un livre? En fait, elle savait que je dessinais. Alors, faire un livre, probablement pas. Mais à chaque fois, je lui disais que je notais mes petites anecdotes pour moi, et ça la faisait rire un petit peu. Donc, je ne saurais pas quoi vous dire, mais en tout cas, ces enfants, je leur ai demandé un petit peu de temps après, et ils étaient très émus d'avoir un livre sur leur mère, et ça permettra justement de garder un souvenir d'elle. Donc voilà. Alors, je ne sais pas, dans les coulisses de l'édition, il y a des éditeurs là qui nous écoutent. Ça a été facile de trouver un éditeur pour faire publier ce texte? Non, ça a été compliqué en fait, car là c'est un texte avec de l'illustration. Donc vous allez voir l'édition jeunesse, ils vont vous dire que les textes c'est trop pour adultes, c'est dangereux. Et vous allez en littérature et ils vous disent ah mais il y a des dessins donc c'est pour les enfants. Donc c'est pas évident de trouver un éditeur et j'ai eu la chance que le mieux éditeur fasse appel à moi et me dise on te fait confiance, vas-y, sortons ce livre. Eh bien, écoutez, c'est un beau succès. Et je suis ravi de vous retrouver dans cet entretien. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est drôle, qui est subtil et qui laisse un souvenir tendre sur la société d'aujourd'hui. Bravo, Mathurin. Merci. Bravo. Baptiste Beaulieu. Alors, vous ne serez plus jamais triste. Il n'y a pas écrit roman sur la couverture. Mais c'est un roman. C'est un roman, oui, je confirme, c'est un roman. Ah bah oui, c'est un roman. Alors, mesdames et messieurs, c'est très curieux. Quand vous ouvrirez le livre, on se demande si ce n'est pas un défaut de fabrication, mais c'est rare de démarrer un livre par la page 265 et de le terminer par la page 1. Mais on comprend tout de suite, parce que le sous-titre, c'est « Compte à rebours ». Moi, j'aurais mis « sotti », mais c'est un mot un peu vieux, je ne pense pas que tout le monde aurait compris. Alors, ce que vous avez voulu faire, Baptiste, là, il y a une chose qui vous relie à Mathurin, c'est l'humour, c'est la fraîcheur, et je dirais l'amour de l'autre. Je mets la barre un peu haut, mais c'est comme ça que j'ai lu votre livre. Le pitch de votre livre, donnez-le, vous en parlerez mieux que moi. C'est un jeune médecin qui a décidé d'en finir avec sa vie parce que son épouse est décédée. Et il monte dans un taxi qui est conduit par une vieille dame complètement farfelue qui va comprendre son projet et qui va lui faire tourner la tête et qui, en quelques minutes, va obtenir de lui qu'il lui offre 7 jours. Et elle lui promet qu'elle arrivera au bout des 7 jours à le faire changer d'avis. Lui promet qu'elle n'y arrivera pas. Et donc, tous les matins, ils se retrouvent pendant 7 jours pour vadrouiller ensemble dans la ville. Et donc, c'est l'histoire de ces 7 derniers jours, les 7 derniers jours de la vie de cet homme. Et donc, c'est un compte à rebours, puisqu'on commence par la page 265 et qu'on tourne les pages comme un compte à rebours jusqu'à la page 1, où on va savoir... Voilà. Non, vous ne raconterez surtout pas la fin du livre. Il ne faut surtout pas la raconter. C'est un livre sur la bienveillance et sur la transmission, voilà. Oui, mais vous surprenez le lecteur à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a 7 jours. Bon, alors évidemment,
c'est peut-être un rapport avec la religion, je ne sais pas. Est-ce que vous avez voulu faire ça? Oui? Si, bah, c'est une relecture un peu du livre de Job, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut arriver à aimer la vie quand on a tout perdu et comment est-ce qu'on peut malgré tout arriver à rebondir, à aller de l'avant et à continuer à aller vers l'autre. Et c'est ça que je voulais raconter. C'est comment est-ce qu'on peut faire une belle résilience et remonter la pente quand on a eu un coup dur comme ça. Alors, le personnage principal, évidemment, c'est celui qui veut mourir. La chauffeuse de taxi, si j'ose dire, elle m'a fait un peu penser, parce qu'à un moment, il y a beaucoup de tendresse entre eux. On n'est pas dans Harold et Maude, mais on n'est pas très loin non plus. Il y a un peu de cruauté aussi, il y a un peu de tendresse. Oui, j'ai pas vu... Elle le fait courir à moitié tout nu dans un cimetière pour lui faire se souvenir ce que c'est que d'avoir froid. Et elle le fait même... Se sentir vivant. Non mais, Baptiste, elle le fait même se raser. Oui, elle lui explique comme si c'était initiatique qu'il ne fallait plus un poil sur le corps. Elle lui dit qu'elle va le remettre au monde comme un nouveau-né, donc elle lui donne un rasoir et elle l'oblige à se raser de la tête aux pieds pour symboliquement renaître en fait. Renaître. Et cette histoire est directement inspirée d'une anecdote personnelle. À l'hôpital, un jour, j'ai perdu un... Vous êtes rasé complètement? Non, pas loin. À l'hôpital, j'ai perdu un enfant et j'ai arrêté quelques semaines mes études et je suis parti à Rome pour me changer les idées parce que j'étais plein de questionnements par rapport à pourquoi cet enfant était mort. Et je suis arrivé à Rome en février et je m'étais dit à Rome il fait tout le temps chaud, c'est la Dolce Vita, voilà. Sauf qu'en février à Rome c'est atroce le froid qu'il fait. Et je suis rentré dans une vieille boutique qui vendait des vieux vêtements vintage et j'ai acheté une grosse fourrure qui tenait très chaud à 50 €, ça coûtait une fortune. Et au bout de 2 jours j'ai commencé à me gratter et je comprenais pas pourquoi je me grattais comme ça. Et je me suis aperçu, en m'approchant de la fourrure, qu'il y avait des poux partout sur la fourrure, et que j'en avais, mais de la tête aux pieds. Et c'était une période de ma vie où j'étais très très mal à cause de cet enfant qui était mort. Et je me suis rasé de la tête aux pieds, parce que c'est ce qu'on doit faire quand on est vraiment infesté comme ça à cause de... Et bien symboliquement, c'est un peu ce qu'elle lui fait vivre. Et moi, ça m'a permis de... Je me suis regardé dans cette glace, j'avais plus un poil, rien du tout. Et je me suis dit, tu recommences malgré ce qui s'est passé, malgré cette mort que tu ne peux pas expliquer, que personne ne peut expliquer autour de toi, que ici à Rome, personne ne peut t'expliquer, même la religion ne peut pas expliquer ça. Ça m'a vraiment permis de remonter la pente. Alors, il y a un des 7 jours, où elle lui fait choisir son cercueil. Oui, c'est important de choisir son cercueil. C'est très important. Donc, il l'essaye, il se plie à toutes ses volontés. Il y a un autre jour où elle va l'emmener à l'université. Alors, moi, j'adore le passage à l'université. Parce que c'est cette femme, lui, il suit, il a envie de mourir de toute façon, donc il n'a pas d'envie. La première scène, c'est qu'il prend un taxi pour aller régler quelques affaires à l'hôpital et après mourir. Elle est très moqueuse, elle est pleine d'humour. Elle lui achète un pistolet. Oui, elle lui achète en lui disant 6 balles. Voilà. On va s'amuser, on va d'abord tuer on va casser des citrouilles. Ils vont tirer ensemble enfin voilà. Non, je vais lire un passage que j'aime beaucoup, qui est vraiment très joyeux. Sur l'université, donc ils assistent tous les deux à un cours. Lui, il est plutôt décontenancé. Et ils vont aux toilettes, je crois. Et dans les toilettes, chacun sait, sauf à Brive, évidemment, qu'il y a des graffitis. Qu'il y a parfois des numéros de téléphone. Si vous allez chez Francis, il y a des graffitis partout. Oui, mais ce n'est pas les toilettes, ça, c'est les artistes qui veulent absolument écrire. Mais dans certaines toilettes, maintenant, c'est rare. Dans les choses de co, on ne peut pas écrire. Je ne sais pas si vous avez essayé, Baptiste, mais ça ne marche pas. Bon. Et donc là, ils vont dans les toilettes, et voilà le retour de la femme. Une analyse approfondie nous permet de déclarer qu'il y a dans ces toilettes des royalistes, des anarchistes, des homosexuels, des poètes, des homophobes, des libéraux, des démocrates, des suicidaires, des machistes, des féministes, des républicains, des anticapitalistes, des xénophobes, des néo-nazis, des masochistes, des amoureux, des jaloux, des pervers, beaucoup de pervers, des immigrants, des athées, des antisémites, des immigrés, des noirs, des blancs. Conclusion, ça vous dirait qu'on aille au restaurant tous ensemble? En fait, elle se sent vieille, elle veut laisser une marque dans ce monde, alors elle prend un marqueur et elle écrit ça sur un des murs des toilettes pour laisser sa marque dans le monde, voilà. C'est exactement ça, cette dame, c'est ça. Alors,
on se doute bien qu'à un moment, sous votre plume, sous votre talent, il y a des surprises à chaque chapitre. Vous savez, quand les gens ils payent 17 € pour un livre, il faut qu'ils en aient pour leur argent, il faut qu'il y ait du spectacle, il faut qu'ils soient surpris, il faut qu'ils se disent « Putain, il m'a eu, je m'y attendais pas, il m'a eu ». Non, faut qu'ils vivent un peu. Alors, ils ont raison pour 17 € parce que dès la fin du chapitre 1, on embraye tout de suite le chapitre 2. Et puis, comme on ne peut pas, hélas, raconter la fin, c'est qu'il y a des surprises à chaque chapitre, mais la grande surprise, elle est dans le dernier. Elle est à la page 1, figurez-vous. Ce livre est un peu absurde, vous l'avez compris. C'est une sottise, c'est de l'humour, c'est une création. Moi, je dis bravo, Baptiste, vous avez fait quelque chose probablement de le plus original en ce moment en littérature. J'ai jamais lu un livre comme ça. Il y a des thèmes de société, il y a de l'humour, et puis il y a, je pense, ce qui est votre qualité, même si je ne peux me fier qu'à l'avis de votre éditrice, je pense que vous aimez beaucoup l'autre, ou les autres. La bienveillance, c'est quelque chose qui est devenu très déconsidéré dans notre société. Quand on dit de quelqu'un qu'il est gentil, ça veut dire qu'il est idiot, alors qu'on peut simplement accepter l'autre comme il est, accepter que ses défauts soient des fêlures, et simplement se dire je suis névrosé, il est névrosé, on est tous névrosés, comment est-ce qu'on fait pour vivre ensemble, voilà. On lit, Madame la proviseure du lycée d'Ankara nous a fait nous arrêter 6 minutes, vendredi après-midi, 7, on a eu un bonus alors, 7 minutes pour lire. Notre vie s'est arrêtée un moment et qu'est-ce qu'on a fait? On a lu. Baptiste Beaulieu, alors vous ne serez plus jamais triste aux éditions Fayard et Mathurin chez Le Mieux Éditeur. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Merci.